Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette matinale, il est 8 heures. On est le 29 novembre 2023 et cette vidéo s'appelle Le Bull Run arrive. On va regarder les news les plus importantes des dernières 24 heures et quels vont être les plus gros catalyseurs du marché haussier qui nous attend. Il faut garder l'objectif de vue qui est de profiter de cette hausse incroyable du marché des crypto-monnaies pour sortir avec le plus de cash possible et améliorer son portefeuille d'investissement tout simplement. Et on va regarder qu'est-ce qui va causer ce gros marché aussi. Alors on commence tout de suite avec la map des cryptos. On voit que hier c'était, ou avant-hier c'était assez compliqué. Là le marché se remet un petit peu, les altcoins pumpent bien. On est dans le vert à peu près partout. Niveau de volume, rien d'exceptionnel, mais c'est quand même pas mal. 23 milliards sur Bitcoin et 10 milliards sur Ethereum. Alors qu'on avait une tendance sur la dernière semaine où Ethereum avait pas mal de volume en proportion par rapport à Bitcoin. On voit que là c'est revenu à la normale. Et on va voir sur les news, on va voir clairement sur les news à quoi c'est dû en fait. On commence tout de suite avec les MNBC en Chine. Pour ceux qui ne savent pas, les MNBC, ce sont les monnaies d'État, monnaie nationale de banque centrale, il me semble en français. C'est simplement les banques centrales qui font genre qu'elles utilisent la blockchain pour aider les citoyens, pour fluidifier la monnaie. Ce qui est nenni, c'est tout simplement faux. Euh, ils utilisent la blockchain, mais en fait, c'est absolument contraire aux valeurs de la blockchain. C'est pas du tout décentralisé, etc., etc. C'est simplement une blockchain privée qui est gérée par les banques centrales. Tout va être traçable. Je pense que le cash va être amené à disparaître de plus en plus. Et ça va être encore pire que simplement les virements bancaires auxquels nous sommes habitués. Et dans les starting blocks de CMNBC, on a la Chine avec son yuan numérique. Et on a donc la Chine qui a utilisé son yuan numérique pour, ça fait partie des premières fois, pour régler une transaction internationale de pétrole brut. Comme vous le savez, je pense, la Chine fait partie des BRICS qui ont révélé avoir comme ambition sortir de l'hégémonie du dollar. Je comprends totalement. Et je trouve ça pas si con en réalité, pour leur preuve d'intérêt. Mais on va dire, au début du dollar, la Chine forcément met en avant sa monnaie numérique et elle l'a utilisée pour ses premières transactions internationales de pétrole. Alors que le dollar, hein, là où il était le roi du monde, c'était parce qu'il était utilisé pour toutes les transactions de dollars, etc., dans tous les pays du monde. Ce qui a changé sur les BRICS. Et on sait aussi que les BRICS ont, entre guillemets, recruté des pays qui exportaient beaucoup de pétrole. Donc c'est vraiment un coup dur pour le dollar. Et je pense que ça va être amené à être de pire en pire durant les années. Euh, donc voilà, et puis évidemment c'est de la merde, ce genre de monnaie. En Chine, ils ont essayé dans pas mal de communes, je sais pas comment ça s'appelle, une sorte de ville, euh, voilà, des villes test on va dire, et certaines villes où l'argent avait une date de péremption. C'est vraiment ça l'idée, c'est que vous recevez votre paye et que vous avez 6 mois ou 1 an pour le dépenser, sinon l'argent il va être supprimé de votre compte, donc vous n'avez aucun moyen d'épargner, l'argent il est tracé de partout. Si on voit que vous achetez quelque chose dont l'État n'est pas d'accord, et bien vous n'en avez plus tout simplement. Donc c'est absolument terrible. Après la Chine c'est pas comme la France ou quoi, mais bon, dans le principe les MNBC c'est vraiment pas quelque chose de bien. Ensuite comme autre news on a Tornado Cash, donc moi je savais pas qu'ils avaient un token, mais après je suis allé regarder la gueule du token sur les graphiques et vraiment il y a zéro volume. Enfin, voilà, je pense que c'est normal que je savais pas qu'il y avait un token, parce qu'il est vraiment pas très utilisé, mais quand même, donc le token de Tornado Cash, pour ceux qui ne connaissent pas Tornado Cash, c'était un protocole qui était très populaire, on va dire, plus avant, où par exemple, vous étiez un scammer, vous aviez 1 million d'euros à laver, vous le faisiez passer chez Tornado Cash, et ça faisait que c'était beaucoup plus difficile de le tracer après votre passage chez Tornado Cash. L'utilité c'était là. En soi, l'utilité c'est un outil comme un autre, hein, mais c'était utilisé, on va dire, pour des motifs qui n'étaient pas très sains. Et ils ont un développeur Tornado Cash, il me semble, qui a été envoyé en prison aux États-Unis alors qu'il avait juste développé une diap, quoi. En vrai, lui, c'était pas un dealer, c'était pas un terroriste ou quoi. Il avait juste développé une application. Mais bon, bref, le token s'effondre de 60% après son délisting de chez Binance. Donc Binance a annoncé sur Twitter qu'ils allaient délister certains des tokens, dont un de cash, et donc il fait moins 60% directement après. C'est là où on voit en fait l'impact énorme qu'a Binance sur le listing ou le délisting de certains projets. Et c'est pour ça que avec pas mal de projets, on attend le listing impatiemment de manière plus générale dans les gros exchanges, mais surtout de Binance, notamment Tao et Veracity. Veracity, pour ceux qui connaissent, un de mes projets de cœur.
Et on a un cold wallet de Binance qui a accumulé énormément de Veracity, qui s'appelle, il me semble, Binance 12 ou Binance 14, je ne sais plus, qui ont accumulé des sommes astronomiques de Veracity. Il y a de ça quelques mois, donc on espère qu'ils vont le lister avant le bull run. Ensuite, on a un rapport qui montre un record d'afflux de capitaux sur le Bitcoin depuis 2 années. Donc c'est, comme je disais dans ma dernière vidéo il y a 2 jours, c'est simplement pour qu'un actif monte, il faut qu'il y ait un afflux de capital, il faut qu'il y ait de l'argent, plus d'argent qui soit mis dans cet actif que de l'argent qui soit retiré, simplement pour qu'il y ait plus de liquidité à l'achat. C'est le cas de Bitcoin. On voit ici, on a ici les stats de CoinShares. Hop, on voit les inflows depuis 1 an sur Bitcoin qui sont absolument énormes. Donc on parle en millions de dollars. Donc on a 1,5 milliard d'inflows qui ont été injectés sur Bitcoin. Et on voit que c'est la seule crypto, hein, elle est vraiment au-dessus des autres. C'est vraiment le roi du monde. Les gens mettent de l'argent dans Bitcoin et pas encore sur les autres. Et ça va être comme ça, je pense, jusqu'au début du bull market, pardon. Et ensuite, lorsque les gens auront fait des profits grâce au Bitcoin, la liquidité viendra se déverser sur les autres actifs. Et c'est là où les plus gros multiplicateurs seront à faire. Et tout simplement, CoinShares, je suis allé regarder, je suis allé checker. Moi, j'avais déjà regardé leur site il y a un mois et demi. C'est des gestionnaires d'actifs, des gestionnaires de fonds, ils font plein de choses. Un peu de venture capital, du hedge fund, mais tout ça spécialisé dans les monnaies numériques, dans les crypto-monnaies. Et il y a un mois et demi, je sais plus, c'était il y a un mois et demi, j'étais venu regarder, ils étaient entre 2 et 2 milliards et demi de assets under management ici, et là ils sont à 3 milliards et demi. Donc clairement, il y a des institutionnels qui rentrent à travers eux. Et ouais, donc ça, c'est les stats uniquement à travers CoinShares, quoi. Donc les institutionnels, les gros poissons se préparent au bull market, ils savent ce qui arrive. Encore une fois, le bull run arrive, et les gros placent leurs billes avant. Ils ont bien raison. Et nous, il faut qu'on les suive. C'est pour ça qu'on se renseigne, on se forme durant cette période d'accumulation. Encore une autre news, donc Binance et CZ, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. C'est CZ qui quitte la présidence du conseil d'administration de Binance US, parce qu'il y a 2 entités, il y a et Binance US et Binance Monde, c'est pas ça le nom, mais en gros, ils avaient 2 structures, une seule uniquement pour les États-Unis et une pour l'autre. Et on avait CZ qui était donc le CEO de cette structure, plus voilà, le président du conseil d'administration, etc., etc. Et lorsqu'il a resign de son poste de CEO, il avait communiqué comme quoi il serait toujours présent à côté des teams, il serait toujours là en tant qu'advisor, sans doute en tant que président du conseil d'administration. Là, on est sûr que c'est plus le cas, il démissionne vraiment, il est en train de se faire lyncher, il est en train de sortir vraiment par la petite porte. On lui dit, je pense que les régulateurs américains lui disent vraiment, on veut plus de toi proche de la présidence, proche de la, voilà, de la managing team de aucun des Binance, surtout Binance US quand même. Et là, il est en train de sortir. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va avoir comme sentence. Mais encore une fois, moi, Binance, je trouve ça bizarre. Il s'est même pas battu du tout. Il a tout de suite plaidé coupable pour quelque chose où même c'est pas très clair encore qu'est-ce qu'il a fait de mal, franchement. Mais clairement, c'est pour moi les régulateurs américains qui cherchent simplement à évincer Binance et CZ, qui est une figure emblématique des cryptos, pour laisser plus de place à Coinbase et lorsque les ETF vont être acceptés, tout simplement. Parce que Coinbase est américain et pas Binance. On a ici le 11e anniversaire du premier halving de Bitcoin, donc c'était en 2012. Et ça va être. Enfin, faut pas qu'on oublie tout simplement parce qu'en ce moment on parle de plus en plus des ETF, mais en réalité, le plus gros catalyseur, celui qu'on connaît, celui qui est le plus sûr, on va dire, c'est le halving. Depuis 11 ans, le Bitcoin est passé de 12 000 à 37 000 $. C'était l'actif le plus performant de la décennie du monde entier. Faut pas l'oublier, et ça c'est en grande partie grâce au halving. Et voilà, on a un halving qui arrive dans quelques mois, dans 5-6 mois. Ça va être les 5 derniers mois où on va pouvoir bien se préparer au dernier bull run, etc. On va pouvoir rentrer pour les dernières fois. Parce qu'en bear market, en période d'accumulation, on rentre, et en bull market, on ne rentre plus, on met plein d'euros dans le marché, on fait que sortir et on fait que vendre. C'est très important. Et faut pas oublier que voilà, ça arrive, et mathématiquement, à chaque fois que c'est arrivé, le halving a causé une grande hausse sur le cours du Bitcoin. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'imagine que vous le savez, mais parce que l'augmentation de l'émission des Bitcoins est divisée par 2. Donc l'augmentation de l'offre du Bitcoin est divisée par 2. Donc à demande égale, voire à demande qui augmente lors d'un bull run, le prix augmente énormément. Voilà. Et donc le prochain halving, il est attendu en avril ou en mai 2024. Ça va se préciser
petit à petit à chaque fois. Donc ça, gros catalyseur pour le marché des cryptos, évidemment. On a aussi le deuxième, le plus gros, un des plus gros, les ETF Bitcoin Spot. Donc je vous apprends rien, évidemment. Mais maintenant, moi, ce que je peux penser là-dessus, c'est que ça va être accepté. Je ne sais pas quand, mais ça va être accepté. Après, ça peut être un sell the news. Franchement, c'est vraiment pas très grave si à court terme, 2-3 semaines, c'est un sell the news. Même moi, ça m'arrangerait, franchement. Parce que j'ai pas mal de liquidités à rentrer sur le marché. Je fais rentrer durant tout le mois de septembre, tout le mois de décembre et début janvier, on va dire. J'espère que ça va faire comme ce janvier de 2023, où vers le 15-20 janvier, ça avait tout pété. Voilà. Donc un gros montant, ouais, un bon 5 chiffres. Donc j'espère que ça va être un sell the news. Mais après, mon inquiétude, c'est que en fait, pour moi, les ETF, c'est au moins un aussi gros catalyseur que le halving. Et je me demande si ça peut pas déplacer le bull run, on va dire, parce que de manière générale, le top du bull run arrive 1 an et demi après la date du halving. Maintenant, imaginons le 10 janvier, on a l'annonce des ETF, et en mai, on a le halving, et bah, rien que l'annonce des ETF, ça pourrait faire commencer le bull run, ça pourrait décaler de 2-3 mois, quoi. Et mon plan de sortie, il est principalement, euh, il a principalement une notion temporelle, et du coup, il faudrait faire attention et voir si, avec l'avènement des ETF, le bull run ne pourrait pas être décalé, tellement ça peut être un catalyseur puissant. Et voilà, donc ça peut clairement annoncer un des plus gros bull runs, si ce n'est le plus gros bull run qui n'est jamais arrivé, à part au tout début quand ils étaient 4 à s'échanger des bitcoins. Clairement là, les liquidités qui vont arriver sur le marché sont absolument énormissimes. On l'a déjà vu ici, mais rien que les liquidités qui arrivent sans les bitcoins, sans les ETF, etc., sont déjà très grosses. Alors quand ça va être là, ça va être énorme, parce que tous les fonds d'investissement, en fait, qui proposent des produits financiers, vont pouvoir se diversifier dans les cryptos, qui est quand même une classe d'actifs qui, je pense, attire pas mal de monde. Et c'est pas du tout déconnant qu'un mec à de la cinquantaine ou un mec à la retraite, etc. Donc c'est eux qui ont l'argent. Leurs fonds sont gérés par des pros, et que ces pros disent, bon allez, on va allocate 3-4% au Bitcoin. C'est vraiment pas déconnant. Et ces 3-4% là de beaucoup de monde qui ont beaucoup d'argent, ça nous fait beaucoup d'argent, parce que je vous rappelle que le marché des crypto-monnaies est encore très petit et très jeune comparé au marché de la finance traditionnelle. Maintenant, on va passer sur les graphiques. On a ici le graphique de la market cap des altcoins. On voit qu'on arrive sur une grosse résistance. On est en train de faire une bougie d'incertitude. On est en train de faire plein même. On va faire 3 énormes bougies d'incertitude. C'est quoi une bougie d'incertitude? Bah, c'est par définition ça. On a 2 grosses mèches avec des corps de bougies qui sont très petits, et ça peut être annonciateur d'un retournement de tendance. Donc là, on a une grosse hausse, bougie d'incertitude, ça peut être amené à la baisse. Qu'est-ce que je fais? Hop, excusez-moi. Alors, je vais tout supprimer. Mais ça peut être aussi un bull flag. Et après, moi j'ai l'espoir que ça pète avec pas mal de volume, ça pète cette résistance. Donc un bull flag, c'est lorsqu'on a une montée en ligne droite, une sorte de range, limite à la baisse, le range, et ensuite ça repète à la hausse. C'est ça un bull flag. Pourquoi je dis ça? Parce que là on voit tout simplement une tasse séance sur cette grosse résistance. C'est les graphiques, hein. Ici on a la hanse, ici on a la tasse. Donc l'idée de cette charte, de cette analyse, ce serait de péter fort à la hausse, de venir faire un pullback, parce je vais pas en weekly, donc le RSI en weekly, il est au-dessus de 70. Donc l'idée serait d'aller des 80 à 85, c'est pas du tout déconnant. De venir faire un pullback sur ce support, reprendre du mousse sur le RSI, range ici, donc le RSI autour d'un 50-100, et ensuite repartir à la hausse de manière absolument saine. J'espère que ce sera ça, plutôt que de se faire rejeter encore ici, et à la fin finalement de taper un gros W, après l'image de Tao comme il a fait. Voilà, à suivre tout simplement, parce que moi j'ai un portefeuille. Je vais sortir la vidéo ce matin, je vais l'upload de mon portefeuille qui est 100% altcoin. Évidemment, ça m'arrangerait. Ensuite, donc le roi, on a Bitcoin. En weekly, c'est absolument fou, hein. Je pense que c'est extrêmement rare. Si on clôture en weekly cette semaine, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semaines de hausse. On va regarder rapidement. Je pense que voilà, les seuls mois où c'est comme ça, c'est vraiment en période de bull run. C'était après la chute de Covid, mais c'est assez rare. Et ça montre une très bonne santé, évidemment. Et là, ce qui est intéressant, regarde à plus court terme, c'est que le Bitcoin est en train d'évoluer au-dessus de sa résistance des 38 000 $. Donc si on arrive à se stabiliser, il faudrait un gros pic de volume, comme on l'a eu ici, mais encore plus gros
on va dire comme celui-là, là, comme ici, pour venir péter réellement cette résistance, la confirmer en tant que support, et venir péter les plus hauts annuels qui sont aux 39 000 $. Mais voilà, on a stabilisé durant ces dernières quelques jours pour prendre un peu de mou sur le RSI. Et aujourd'hui, le Bitcoin semble être prêt à la hausse. De la même manière, on a Ethereum, encore une fois, qui est au-dessus de sa résistance, des 2000 $. Bon après, on va pas se cacher les yeux, il l'a fait plein de fois. À chaque fois, il a réintégré. Excusez-moi, il a vraiment du mal à passer. Voilà pour ETH. ETH que j'aime de moins en moins, franchement. Je vais vous l'expliquer dans mes vidéos du wallet, mais tout ce qui est proof of stake, j'ai de plus en plus du mal. Je trouve que c'est con d'être passé du proof of stake et d'être parti du proof of work. Je trouve qu'il y a une hype qui est en train de revenir sur le proof of work et je pense que c'est absolument justifié. Et Ethereum, je pense que ouais, lorsqu'avant je pensais que ce bull run là il pouvait faire des très grands multiples, je le pense encore, mais de moins en moins. Ensuite, on a Tao. Ce qui est intéressant de voir, c'est la grosse trendline, le gros support qu'on a. Donc franchement, c'est rare d'avoir une trendline comme ça. La trendline, elle est verticale, quoi. Mais en vrai, c'en a une. On l'a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Donc là, en termes d'achat, si vous avez déjà un bac de Tao, c'est pas top. Si vous n'avez pas de Tao, je pense que c'est pas con de commencer à rentrer. Je vais vous expliquer mon mode de pensée parce que moi je vais adopter le même sur Rio, un beau projet sur lequel je ne suis pas. On a le RSI stochastique qui est tout en bas. On va regarder la dernière fois il était tout en bas. On a ici, donc après on a une jolie hausse. Et on a ici, où il était tout en bas, et après on a eu un. Voilà, fois 2,5 quand même. Donc à chaque fois que le RSI stochastique, il y en a ici avant le gros mouvement haussier. C'est intéressant. Parce qu'il est bas. Mais le RSI weekly, etc., il reste quand même haut. Donc si vous avez déjà un bac, je pense qu'il n'est pas sage de recharger maintenant. Maintenant, si ça vous prend la tête de pas être sur ce projet, etc., de vouloir commencer à rentrer, je pense que c'est pas contre rentrer. Désormais, on est sur support, on est sur la trendline, le RSI stochastique est tout en bas. C'est pas contre commencer à rentrer. Moi, c'est ce que je vais faire sur Rio. Voilà, Rio, ça semble corriger que très légèrement à chaque fois. C'est clairement un projet en vogue en ce moment, c'est dans les real world assets. Tout très intéressant. Je vais, je pense, mettre quelques K euros. On est au-dessus des moyennes mobiles. Et là, on est en train de stabiliser sur un gros support. Donc c'est très possible qu'on vienne pull back ici sur support et ensuite remonter à la hausse. J'ai envie de jouer ce mouvement, mais je n'ai pas envie de jouer avec tout mon bag. J'ai envie de rentrer sur ce projet. Le RSI weekly au-dessus de 70, c'est pas un bon prix d'entrée. Mais je m'étais dit la même ici, je m'étais dit la même ici en fait. Et casse pas, j'ai fait le même move et depuis j'ai fait x2,5. Donc normalement faut rentrer. Imaginons que je vais rentrer avec 10 euros. Pas le cas, mais voilà. Bah, si mon bag que je veux allouer à ce projet il est de 10, je pense que là je vais déjà rentrer avec 2 ou 3 par exemple. Pour déjà être entendu dans le projet, pour être sain dans ma tête, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu. J'espère que ça vous aide à tenir à jour le marché des cryptos. Et je vous dis à tout de suite carrément pour ma vidéo sur mon wallet où je vous expose tout mon wallet et tout mon mode de pensée derrière mon wallet. Ciao.